on est en train de limiter le droit d'appel. Tous les litiges inférieurs à 10 000 € ne seraient pas susceptibles d'appel. Nous devons défendre coûte que coûte ce qui pourrait être limité par des politiques. On se lève avocat, on se couche avocat. Et cette mission, c'était une mission humaine qui me paraissait possible en faisant du droit. Je suis cette petite fille-là, une mère qui est une mère qui a du caractère. Elle disait d'ailleurs, tu ne dépendras jamais d'un homme. Je n'ai jamais été. J'aurais pu être médecin. Et la connexion aux valeurs politiques, sociétales, etc. m'a amené plutôt sur cette route du droit. Au départ, je ne sais même pas si je ne vais pas arrêter ce métier. Ah oui, il y avait des doutes jusqu'à ce moment. Ah oui, j'étais d'ailleurs rentrée un soir et mon père m'a dit « tu vas dormir et le lendemain tu vas retravailler ». Qu'est-ce qu'un bon avocat pour vous, maître? Les avocats qui me forment, gardez la maîtrise, gardez la maîtrise. Quelle a été donc votre première plaidoirie marquante? J'en ai eu une, ouais. Il avait tué ses 2 enfants, sa femme. La spiritualité et la religion, c'est pas du tout la même chose. Il a zappé, hein. Mais souvent, si la religion était au même titre que la spiritualité de l'ordre de l'intime, on ne serait pas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis 2e femme bâtonnière alors que le barreau a 560 ans. Le barreau se féminise et que les femmes n'accèdent pas encore à la fonction de bâtonnier parce qu'elles ne s'autorisent pas. Et on ne les autorise pas forcément à y aller. On m'a d'ailleurs fait des choses à moi, femme bâtonnière, qu'on n'aurait pas dites à un homme bâtonnier. Au détour des salles d'audience et des débats qui forgent les consciences, il est des voix qui ne plient pas, des regards qui ne se détournent pas. Mon invité est de celles qui portent la justice comme un souffle vital, un engagement viscéral au service de l'état de droit et de la dignité humaine. De la Corrèze à Bordeaux, son chemin s'est écrit dans les débats familiaux, les combats du barreau et la certitude que la défense n'est pas un métier, mais une vocation. Pragmatique et libre, elle incarne une justice de proximité et de cœur, attentive aux plus vulnérables, exigeante envers elle-même et généreuse envers les autres. Au service de ses confrères comme des justiciables, elle conjugue la rigueur du droit avec l'élan de l'humain. C'est cette voix enracinée dans le combat et élevée par le sens du collectif que nous rencontrons aujourd'hui. Une femme de débat, mais surtout une femme de justice et d'exception. Si c'est la première fois que vous découvrez notre podcast, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à nous suivre dorénavant, parce qu'ici, nous recevons des professionnels des métiers de droit pour vous parler des valeurs, du sens qu'ils donnent à leur engagement vers la justice. Ce soir, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir Maître Christine Maz. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. Merci pour une telle introduction. Alors, je ne vous cache pas que je suis très ému de vous recevoir, surtout quand on sait le combat que vous menez au quotidien, votre engagement. Franchement, j'en suis un grand admiratif et j'espère qu'on pourra apprendre beaucoup de vous pour nous orienter aussi dans cette carrière qui nous donne toujours des étoiles dans les yeux. Alors, vous êtes né à Corrèze, où vous avez grandi donc dans une belle ambiance familiale et vous livriez d'ailleurs en 2022 dans une interview que c'était animé les samedis à table des débats politiques où chacun donnait son point de vue, ce qui peut également nous renvoyer un peu dans votre enfance de cette ambiance, vraiment de cette tolérance aussi dans les débats. Donc vous êtes une femme de débat. Ensuite, vous vous êtes engagée dans plusieurs causes, notamment vers les mineurs, la protection des mineurs migrants. Vous vous êtes également engagée lors de votre bâtonnat sur plusieurs thématiques sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Mais ce qui me frappe tout de suite, ce sont vos titres récents. Ordre national du mérite qui ne date pas et la médaille de la pénitentiaire. Maître, qu'est-ce qui vous drive dans votre vie? Plein de choses. Je pense que la défense que j'ai rencontrée après mes études de droit m'a permis d'endosser ou de prendre le costume de l'humanité et puis de l'intérêt que j'ai pour l'autre, pour l'humain.
pour ce qui le fait trébucher, pour ce qui l'amène à subir ou à vivre des situations terribles. Je crois que l'être humain est perfectible. Je pense que l'être humain est humain au plus profond de lui-même et que nous ne sommes pas nés avec les mêmes chances, que nous avons grandi avec des univers différents. Moi, vous le voyez, j'ai été choyée dans un univers de débat avec des grands-parents communistes, socialistes, de droite et qui amenaient évidemment beaucoup de confrontation, mais aussi beaucoup de respect dans les idées et dans les prises de position. Donc, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vous dire que ce qui me préoccupe le plus, c'est l'humain. C'est l'humain au centre de nos préoccupations. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce bâtonnat. Mais c'est aussi l'ouverture vers tout le monde, que ce monde qui est le mien soit livré aussi aux autres, à la contradiction. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, dans ce moment d'état de droit qui vacille, c'est de pouvoir revenir à nos valeurs, revenir à nos principes, revenir à nos croyances les plus profondes, et puis surtout vivre dans cette tolérance. Parce que sans tolérance, nous ne pourrons pas continuer. C'est pas évident. Alors, je le disais tout à l'heure, l'introduction qui a été, votre présentation qui a été brève, fait exprès. Si vous deviez vous décrire, vous présenter, vous devriez nous parler de vous. Que direz-vous? Je dis souvent une famille libre, aconfessionnelle, apolitique. Et quand je dis ça, c'est pas parce que je n'ai pas de conviction, c'est que j'ai toutes les convictions. Et que je suis certaine que nous pouvons débattre de tout et que ce débat, qui peut être public dans une enceinte d'audience ou qui peut être à chaque moment de notre vie, nous permet de grandir et nous permet véritablement de comprendre l'autre. Voilà. Donc je dirais que cette femme libre que je suis, qui est porteuse de valeurs très très fortes, mais qui accède à l'autre par le regard de la compréhension de cet univers qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on défend des gens qui ont commis par exemple l'impensable, il faut que nous puissions accéder à l'autre. D'abord accéder à l'autre, c'est accéder à soi, et puis c'est aussi permettre véritablement de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, quel est le cheminement qui amène à. Et je trouve que c'est fondamental dans une vie que nous traversons, qui est une vie qui va vite quand même. Hein. On ne se voit pas vieillir, on ne se voit pas avancer, mais pour autant le temps qui passe nous amène à nous forger d'expériences, de compréhension, et puis ce qui nous amène véritablement à prendre en charge l'un l'autre. Alors dans la défense, dans le conseil, dans l'engagement sur un bâtonnat, et puis il y a quelque chose qui est à mon sens essentiel, c'est que nous ne devons pas poisonner nos vies. Et l'avocat ne le doit en aucun cas, puisque l'avocat est l'avocat de tous, donc il faut pouvoir accéder à l'autre, comprendre l'autre, qu'il soit riche, misérable, qu'il soit de tous les pays du monde, et l'engagement aussi sur la défense de la défense est dans cette conception-là. Ah mais très intéressant. Vous êtes avocate pénaliste, l'une des grandes en tout cas à Bordeaux. Vous avez été bâtonnière au barreau de Bordeaux. Aujourd'hui, vous êtes toujours engagée sur des causes, notamment la défense de la défense, on va y revenir tout à l'heure. Et de votre intervention de tout à l'heure, une question m'intrigue. Qu'est-ce qui vous a conduit vers le droit et plus particulièrement vers le droit pénal? Très clairement, l'intérêt que je porte aux autres. Le droit, c'est ce qui permet d'avoir cette colonne vertébrale qui nous permet de faire ou de ne pas faire des choses dans nos vies. Mais pour autant, cette colonne vertébrale, elle peut vaciller à des moments de nos vies. La période d'un divorce, où tout, par exemple, votre sphère intime, familiale, est en train d'être malmenée. Et ça peut nous permettre, en effet, d'être dans des situations extrêmement périlleuses. Donc,
qu'est-ce qui fait que ce choix de vie, c'est de me dire que dans le cadre de ce qui nous a été donné, dans cette route qui nous permet de nous conduire tous les jours, ce droit, le droit de faire, de ne pas faire, eh bien, il y a aussi ce qui nous permet de faillir et de ne pas faillir, justement. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette mission, parce que j'estime que mon travail est plus de la mission que c'est un simple travail, même si je n'ai pas de... Je dis plus qu'un avocat, quand on est avocat, c'est plus un état que d'être... On se lève avocat, on se couche avocat. On est plus sur une notion, je veux dire, de globalité. Et cette mission, eh bien, voilà, c'était une mission humaine qui me paraissait possible en faisant du droit. Ah oui. Et vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous projetiez dans cette carrière, dans cette vocation, ou à quel moment justement ce regard de la justice vous est arrivé et quelle était justement cette vision de la justice que vous aviez aussi? Assez jeune, peut-être, dans les convictions qui sont les miennes, de m'intéresser aux pauvres, de m'intéresser à celui qui n'avait pas la possibilité de manger tous les jours. J'étais assez convaincue qu'il fallait quand même qu'on soit un peu décideur et qu'on puisse avoir des positions qui nous permettent d'aider les autres. Donc j'étais quand même assez rebelle, je n'étais pas toujours facile, vous direz ma mère, mais j'étais convaincue que nous devions avoir un chemin, ce chemin de vivre en communauté, de vivre en société, de voir aussi si les règles de notre vie en société étaient bonnes, n'étaient pas bonnes, critiquer, j'étais critique face à des lois, quelles qu'elles soient, et j'étais aussi portée par des envies de me dire mais la société peut changer par les combats qu'on peut mener, et j'étais convaincue qu'il fallait qu'on puisse donner à notre vie en société des moyens de combattre des choses qui étaient plus illégales, plus ou moins, je dirais, attentatoire à sa propre liberté. Voilà, la défense des droits était quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne le savais pas quand j'étais petite fille, par exemple, mais j'étais assez préoccupée quand même de sujets, de la vie du quotidien et de la volonté vraiment d'accéder à un mieux-être, à un mieux vivre. Donc pour vous, si je résume, la justice était une solution pour régler les inégalités en quelque sorte dans notre société. Je crois que la justice est un passage obligé pour venir apporter du mieux-être. Voilà. Alors, quel que soit le drame que vous vivez. Et je crois, et c'est la raison pour laquelle je suis très attentive à cette notion de justice, qui peut être à la fois critiquée aujourd'hui par quand même une partie de la société qui ne croit plus en cette justice. Et moi, j'y ai toujours cru. Et quelquefois, je me suis dit, s'il n'y a pas de justice, et je me suis toujours mise dans une espèce de combat pour la justice. Voilà. Donc, cette notion de justice, ce n'est plus de l'abstrait, c'est quelque chose qui m'accompagne, qui vit avec moi, qui vit à côté de moi, qui me guide. Et quand je sens qu'au sortir d'une décision de justice, pour moi, cette décision n'est pas juste, c'est très difficile pour moi de l'admettre. Voilà. Et donc, petite fille, c'était quand que vous étiez quelle petite fille? Vous avez eu quelle enfance? Une enfance heureuse, très très choyée, pas forcément sur le matériel, mais sur beaucoup d'amour, très accompagnée par des parents drôles, par une mère qui était assez forte. Elle disait d'ailleurs, tu ne dépendras jamais d'un homme et tu travailleras et tu ne demanderas rien à personne parce que tu seras libre comme ça. Voilà, je suis cette petite fille-là, d'une mère qui a de la poigne, qui est une mère qui a du caractère et qui dit, tu ne seras jamais dépendant d'un homme.
Je n'ai jamais été. Et donc, je suppose que vous avez des frères et sœurs. Une sœur jumelle qui a beaucoup travaillé, qui est dans le milieu médical, elle, et qui elle aussi, avait cette notion de soin, vous voyez, de mieux-être. Voilà, j'aurais pu être médecin, je pense. Et d'ailleurs, je l'ai presque entrevue au sortir de mon bac. Et la connexion aux valeurs politiques, sociétales, etc., m'a amené plutôt sur cette route du droit. Mais j'aurais pu être médecin. Mais d'une part, vous êtes toujours médecin, hein? On est Comme le médecin de dirait, l'âme. non, exactement, hein, comme le dirait, non mais c'est très intéressant. Et donc, j'ai tenté de revenir à ma fiche. Alors, un souvenir ou une rencontre qui a éveillé votre sens de justice, est-ce que vous en avez? Ouais, il y en a eu beaucoup, Mais en tant que petite fille, c'est des lectures plutôt. ok? Hein, c'est plutôt, vous voyez, le siècle des Lumières, Oui. c'était quelque chose de très important pour moi. Et je lisais des philosophes, je lisais vraiment qu'est-ce qui avait animé la Révolution française. Ça me plaisait beaucoup d'imaginer ce qu'était qu'un mouvement révolutionnaire. Alors, je ne suis pas une révolutionnaire dans l'âme, mais le siècle des Lumières, pour moi, c'est tout ce qui a guidé nos pas. Et puis nous les juristes, on va dire, nous voyons l'état de droit, les principes de la démocratie, la séparation des pouvoirs, mais c'est des notions qui guident nos pas tout le temps. Et donc, c'est très étonnant d'ailleurs de voir la société dans laquelle nous vivons qui perd ces valeurs-là, alors même que nous, on y revient tout le temps dans nos principes juridiques, dans nos façons de voir le pouvoir judiciaire, indépendant, qui ne souffre d'aucune connexion avec le politique. Et pour autant, on voit en France aujourd'hui des choses qui sont plutôt étonnantes. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui guide d'ailleurs mes pas dans le cadre de la défense et de la défense, puisque vous savez que je pars beaucoup en Tunisie dans le cadre de la défense de ma consoeur Sonia Damani, qui est actuellement incarcérée pour simplement avoir dit, dans le cadre de sa liberté d'expression, qu'il y avait des problèmes en Tunisie, notamment du racisme en Tunisie, puisqu'il y a des bus blancs et noirs, et qu'elle l'a dénoncé publiquement à la télévision et à la radio. Qu'elle a porté donc un jugement sur les conditions d'incarcération en maison d'arrêt en Tunisie qui sont absolument indignes, ce que nous faisons nous, de manière habituelle et qui a été un grand jeu de mon bâtonnard. Et à côté de tout ça, elle est condamnée là pour l'instant à 2 ans de prison ferme. Elle était renfermée dans des conditions d'indignité absolue. Et elle est en situation de péril au niveau de sa santé. Et nous sommes très engagés, je suis très engagée pour la soutenir, pour aller à son procès, pour aller à ses procès et pour tenter de l'avoir libérée sous les meilleurs auspices. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et voyez, là par contre, le pouvoir politique a pris toute la place de ce pouvoir judiciaire qui devrait être indépendant, qui devrait être libre, qui devrait être souverain. Et ce pouvoir politique guide les juges en disant il faut la condamner à du ferme, etc. Et quand les juges ne font pas ce que le pouvoir politique leur dit, ils sont limogés. Et puis connaissent aussi des mesures qui sont très dures. Pensez-vous que la société civile ou la population de manière globale a manqué de veille à un moment donné pour que cet idéal de démocratie et surtout de la séparation de nos institutions soit dans cet état aujourd'hui? Je pense qu'il faut veiller à ce que l'état de droit soit totalement consacré, protégé et défendu. Et je crois que nous, dans des pays où encore nous ne connaissons pas, dans le cadre de la liberté d'expression, une répression comme il se passe en Tunisie, pays voisin, à 2 heures de Paris en avion, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, même chez nous, que l'état de droit, il faut le défendre. Parce qu'il est très facile de glisser
sur des choses extrêmement graves et qui viennent porter atteinte aux libertés individuelles et publiques. Et par exemple, un décret de loi qui intervient aujourd'hui, là, qui est en train de faire soulever toute la profession d'avocat, qui indique que tous les litiges inférieurs à 10 000 euros ne seraient pas susceptibles d'appel, plus d'appel. C'est-à-dire une pension alimentaire qui soit fixée à hauteur inférieure à 10 000 euros ne serait pas susceptible d'être revue par d'autres juges. C'est-à-dire qu'on est en train de limiter le droit d'appel à sa plus simple expression. Je regrette qu'il y a plein de litiges aujourd'hui qui concernent les gens qui sont bien en deçà de 10 000 euros. Et pour autant, c'est un litige important pour les gens qui connaissent tout ça. Et là, on vient de limiter ce droit d'appel. Donc là, la profession va se soulever. C'est très très clair parce que nous sommes devant des situations où on sent que les droits sont de plus en plus étriqués, limités, restreints pour une population de personnes qui sont quelquefois dans le besoin, les mêmes. Oui. Bon. Et ça, c'est intolérable. Et pire, les avocats, ceux qui sont censés justement défendre ou sauvegarder ces acquis sont menacés et c'est là que le bas blesse en fait encore plus. Oui, les avocats se doivent d'être au plus proche, c'est ce que j'ai dit dans le cas de mon bâtonnet, au plus proche des citoyens, de nos concitoyens, dans le cas de nous devons défendre, coûte que coûte, ce qui pourrait être limité par des politiques, qui sont des politiques de restriction budgétaire et qui amènent, au bout du compte, à limiter les droits des gens et surtout à atteindre les droits des gens. Et ça, et à les limiter encore, mais surtout les anéantir, on pourrait dire. Voilà, donc ça c'est une préoccupation. Donc c'est pour ça que je dis que l'état de droit doit être protégé et que on est là pour ça. Bon, mais, en tout cas, très intéressant notre échange jusque-là. Pour ne pas faire vice de procédure, je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière. Maître, de votre enfance, quelles sont les valeurs dont vous parliez tout à l'heure justement de ces conditionnements en griffe, de cette envie pour votre mère, de cette émancipation, de cette autonomie que vous répétez votre mère. Donc on peut déjà dire La liberté. La liberté justement. L'autonomie. Ok, et quoi d'autre? La fraternité, l'humanité. Ok, d'accord. Et après, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette profession? Très simplement en cherchant comme tout le monde du travail, en étant porté par ces valeurs-là, en allant plus proche de ce qui me permettrait vraiment de les retrouver en tant qu'amie du quotidien, c'est-à-dire vraiment y travailler avec la liberté. Justement, lorsqu'on est incarcéré, on a envie de travailler sur la liberté. Vous avez été incarcéré, c'est ça. Donc, quand les clients sont incarcérés, on a envie vraiment de trouver la solution pour les sortir. Ça, c'est quelque chose vraiment fondamental. Pourquoi ? On fait sa peine. On est sanctionné, on est condamné. Ça peut être de la prison, pas de la prison, etc. Et j'ai trouvé, moi, dans tous ceux que je défendais, une volonté, pas forcément de récidiver. Vous voyez, on a touché du doigt aussi dans l'homme que j'avais à défendre, des hommes et des femmes qui se sont amendés. Souvent on dit, le prisonnier, il recommence. Et évidemment que le taux de récidive est important, et plus le taux de récidive est important, c'est parce que nous avons échoué à la capacité de venir travailler sur la réinsertion, l'éducation, le travail en prison, toutes ces matières-là sur lesquelles on doit travailler. Et moi, je suis convaincue, voyez, que lorsque justement on travaille là-dessus, et lorsque en prison, on a la capacité de faire comprendre à l'autre ce qu'il est capable de réaliser, on travaille sur cette mission de réalisation. D'où des réalisations pendant mon bâtonnat sur des concours d'éloquence en prison qui ont permis à certains de montrer le meilleur d'eux-mêmes, et notamment pour un détenu qui était un détenu très défavorablement signalé, de pouvoir sortir
de ce contexte-là péjoratif et ensuite de pouvoir retrouver la ICRT beaucoup plus important, plus avant, puisqu'il avait fait un concours d'éloquence qui était absolument génial. Et il avait vu notre retour, qui était un retour où on a lui a montré combien il nous avait fasciné. Il nous avait dit d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me dit du bien sur moi. Et puis travailler aussi avec l'Opéra de Bordeaux avec des détenus et notamment le SPIF de Bordeaux sur un opéra, Fidelio, avec des détenus qui étaient venus participer à cet opéra. Et je leur ai dit, je suis tellement fière de vous. Et ils m'ont dit, vous savez, Madame la bâtonnière, c'est pas tellement que vous soyez fière de lui qui compte, c'est que pour une fois, pour la toute première fois, c'est nous qui sommes fiers de lui. Et vous voyez, on arrive à des choses qui nous permettent de se dire, eh bien, l'être humain, il est capable de résilience, il est capable d'avancer et il est capable surtout de ne pas recommencer sur lequel il a été fait. Nous n'avons pas les mêmes chances à la naissance. Nous ne sommes pas nés des mêmes creusets, c'est faux. C'est évidemment faux. Nous n'avons pas eu les mêmes parcours. Mais pour autant, c'est pas parce que vous avez un parcours extrêmement difficile dès le départ de votre naissance que vous allez commettre des infractions. Il y a des personnes extraordinaires qui nous montrent, et c'est d'autant plus important de les porter, de les émerger, qui montrent que justement leur vie n'était pas celle très brillante. Oui. Et cela vous a valu d'ailleurs la distinction récente de la médaille d'ordre pénitentiaire, n'est-ce pas? Je pense que, en tous les cas, le travail en prison a peut-être permis de montrer qu'un avocat pouvait être distingué pour ça. Je n'y ai pas, je veux dire, je le vis avec beaucoup d'amusement avec vous, mais quelque part, ça montre aussi qu'accéder aux autres nous permettent et notamment forcément du monde qui n'est pas forcément le mien, tout en vous disant que je suis quand même beaucoup fréquentée à prison, du fait des clients que j'ai défendus, c'est aussi une capacité de pouvoir montrer qu'on peut faire des choses vraiment de manière fédérée, autour de difficultés de la détention. Et donc, vous avez eu votre baccalauréat, vous êtes rentré à la fac de Bordeaux, donc vous avez quitté Corrèze pour Bordeaux, faire vos études. À quel âge vous avez eu le bac 18 ans, à 17 ans. et demi, oui, voilà. Ok, donc fac de droit. Fac de droit, première, deuxième année, ça m'intéresse pas vraiment. Je suis pas voilà, mais bon, tiens, il y a des choses qui m'intéressent dans les cours. Le droit constitutionnel m'intéresse, vous voyez, il y avait des choses qui m'intéressaient, après tout ne m'intéressait pas. J'y trouvais pas forcément mon miel, et puis bon, j'ai ma première année, j'ai ma deuxième année, et puis la troisième, je suis complètement en déclic. J'adore ce que je fais. Quatrième année, j'adore. Un DE en même temps, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, et là, je suis consacrée à... Non, je suis pas consacrée avocat parce que on devient avocat au fur et à mesure des années que nous travaillons. T'es pas avocat tout de suite. Je pense que j'ai commencé à être avocat au bout de la 10e, 12e année d'exercice. Carrément. Ah oui, parce que au départ, je sais même pas si je vais pas arrêter ce métier. Ah oui, il y avait des doutes jusqu'à ce moment. Ah oui, des doutes parce que des choses trop dures. J'étais dans un cabinet pénaliste, on m'envoyait sur des dossiers épouvantables. Et je me disais, non, je vais rentrer dans ma belle petite Corrèze et je vais rentrer travailler, faire autre chose. Et puis, j'étais d'ailleurs rentrée un soir et mon père m'a dit, tu vas dormir et le lendemain, tu vas retravailler. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément... Il faut que vous arriviez à comprendre que nous avons le droit de douter. Et qu'il faut comprendre que vous avez le droit aussi de te dire, mais c'est pas ma voie, j'en ai une autre. Et que même en doutant, eh bien, en fait, ça m'a permis de me construire. Ouais. Et que j'ai accédé au fur et à mesure que les épreuves se passaient, parce que défendre, je sais pas moi, un homme qui a tué 2, 3 personnes, voire une, enfin, vous imaginez bien, pour une jeune avocate, c'est dur de se confronter à tout ça, mais il faut un jeune avocat aussi. Et d'ailleurs, il y a des avocats qui vous disent jamais je n'aurais fait ça. Dans nos métiers d'avocat,
Il y a des avocats qui vous disent « Ah non, moi, le pénal, j'aurais jamais pu. » Et justement, j'ai interviewé des avocats pénalistes qui m'ont dit que pour être pénaliste, il faut être froid, il faut, en tout cas, ce rapport à la sensibilité, il faut savoir réduire. Alors, Mais vous êtes quand même très gentil, a priori. a priori, Excusez-moi. Mais c'est ce que je remarque. Mais dites-nous comment vous avez quand même eu une brillante carrière de journaliste. c'est pas être froid. Je crois qu'il faut être le contraire d'être froid. Par contre, il faut savoir cliver. Ça ne me touchera pas. Ça ne va pas m'impacter jusqu'à me faire vaciller. Et on laisse, quand on rentre chez soi, dans son appart, dans sa maison, dans son je sais pas où, vous laissez ce fardeau, ce gros sac que vous portez, vous le laissez devant votre porte. Et même ça, je l'ai senti. Je l'ai senti physiquement. Et c'est symbolique. Ah oui, mais il faut le faire parce que sinon, moi, il y a eu des affaires où j'ai défendu des bureaux. Je l'ai en photo là, vous voyez, c'est des croquis qui ont été faits par un journaliste. Et Bureau avait découpé en 9 morceaux une dame, recteur d'académie, un homme qui avait jamais fait parler de lui, qui était un paysan du coin de la Dordogne, qui était un type formidable, qui avait des enfants formidables, etc. Et à l'âge de 67 ans, il commet un meurtre épouvantable, incroyable. Et ben, dans 15 jours, il y a eu le procès. 15 jours, c'était dur. Mais là, j'ai pas vécu normalement. J'étais dans mon procès, j'étais dans mon histoire, j'étais dans mon combat, j'étais tout ça. Donc évidemment, là, tu poses pas ton fardeau devant la porte. Tu l'amènes, tu dors avec, tu te réveilles, tu fonctionnes. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Un des plus grands procès, mais formidable, parce que qui pouvait se tenir à côté d'un homme qui avait commis le pire? C'était qu'un avocat, personne d'autre. Personne d'autre. Humaniser cet homme. Ça a été un très grand moment. C'est une mission très noble. Et d'ailleurs, les avocats pénalistes sont souvent, sont souvent jugés pour pour le travail qu'ils font, très contrariés dans la société. On les qualifie de diable, de toutes choses, de méchants et autres. Mais comment réussit-on, surtout quand on exerce cette profession, à ce rapport avec l'autre encore très pétillant et très, très jovial comme vous, en fait dites-nous, est-ce qu'il y a un secret là-dessus? Mais je pense que l'avocat n'est pas le complice de son client. Et je vous le dis parce que dès lors que vous le comprenez, ça ne pose aucune difficulté. Je n'ai jamais été le complice de mon client. Je n'ai jamais été dans une proximité qui ne me permette pas d'être à ma place d'avocat. Je suis à ma place d'avocat. Il est à sa place d'accusé, de présumé innocent, de tout ce que vous voulez. Et dans cette relation-là, dans ce qui nous lie le secret professionnel, c'est incroyable comme c'est tellement codifié qu'on arrive à vivre avec. Si c'était du grand n'importe quoi, si j'avais pas mes règles déontologiques qui vivent avec moi, bah évidemment que je serais complètement perdue dans cette relation à l'autre. Mais là, dès lors que vous êtes sur les rails, que vous êtes, comme je disais à mes confrères, dans un respect absolu de vos règles déontologiques, bah ça fonctionne bien. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que on sait les luttes qui ont jalonné également la cause les femmes liées aux femmes pendant, vous êtes d'une époque, si je peux me permettre, où ça beaucoup, le respect des femmes n'était pas gagné. Il n'y avait quand même pas beaucoup de femmes dans la profession, où les femmes qui sont dans la profession sont même vis-à-vis de nos pères, hein, avec toute cette lutte qu'on a vécue, etc. Là, je suis deuxième femme bâtonnière alors que le barreau a 560 ans et que les femmes, le barreau se féminise et que les femmes n'accèdent pas encore à la fonction de bâtonnier parce qu'elles ne s'autorisent pas à aller. Et on ne les autorise pas forcément à y aller. On m'a d'ailleurs fait des choses à moi, femme bâtonnière, qu'on n'aurait pas dites à un homme bâtonnier. Et ça aussi, c'est un combat. Et moi qui, à l'épreuve des faits, je suis capable aussi de le dire.
sans pour autant porter des causes féministes, brandissant des banderoles. Je ne suis pas là-dedans. Vous n'en vous réclamez pas. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je suis une femme libre qui est capable de dire à un homme qui déraille qu'il déraille. Quelle a été donc votre plaidoirie, votre première plaidoirie marquante? Est-ce que vous en avez encore des souvenirs? Ah oui. Ouais, j'en ai eu une, ouais. Il avait tué ses 2 enfants et sa femme. Et mon client avait tué ses 2 enfants et sa femme dans un dossier affreux, tragique. Il y a une crise, pas conjugale, une crise d'une rupture conjugale. Il n'a pas supporté, il a tué tout le monde. Et puis il y en a eu d'autres, hein, mais celle-ci, j'étais jeune avocate, j'avais défendu cet homme. Et sur ces terrains d'ailleurs, qui ne sont plus, nous plaidions, les avocates plaidaient le crime passionnel. Nous ne le plaidons plus aujourd'hui, puisque nous sommes devant des féminicides, par exemple, hein, mais qui sont placés. La société a évolué en fonction des années d'exercice de ma profession. On a évolué sur plein de choses, on a compris des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque, la société comprend. C'est incroyable d'avoir vécu toutes ces années, 32, là, 33, de révolution totale sur les concepts, sur les liens aux autres, vous voyez, le féminicide, nous ne le plaidions jamais. Et pourtant, c'en était. Ah oui. J'ai plaidé une affaire terrible où j'étais l'avocat de Madame Deradji et ça a fait l'objet de beaucoup d'écritures sur cette femme qui était venue se cacher dans mon cabinet un vendredi soir en disant il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Elle était venue et je lui avais dit mais non, il va pas vous tuer. Vous allez donner votre enfant devant le Grand Théâtre de Bordeaux dans le cas du droit de visite que le père avait. Et elle le fait, ce que je lui propose de faire à l'époque. Et lui va arriver avec un pistolet, il va lui mettre un carrément, ouais, il va la tuer devant 1000 personnes qui se promenaient là ce samedi-là. Bon, là, je ne cache pas que là, franchement, en ayant donné ce conseil-là, j'ai failli raccrocher la robe. Parce que moi, jamais on n'avait pas les ordonnances de protection. J'avais écrit au procureur de la République en disant je suis très inquiète pour elle, il peut se passer des choses, vous voyez. Et on n'avait pas tout ça comme moyen juridique. Aujourd'hui, il y a les ordonnances de protection, il y a les bracelets anti-rapprochement, il y a les capacités aujourd'hui de protéger quand même. Et voyez même, quand même en protégeant, les drames arrivent quand même. Tout à fait. C'est pour vous dire. Non, et moi j'avais rien, j'avais pas de moyens, c'était il y a 25 ans, hein, cette histoire. Et donc, elle est morte dans ces conditions. Ça a été terrible. J'imagine. Et lui est mort en prison il y a à peu près 4-5 ans. Après que j'ai plaidé en prison, contre lui, il avait fait une demande de relevé de peine de sûreté. Il avait pris une très grosse peine avec une peine de sûreté. Et il a fait cette demande au juge d'application des peines de la maison d'arrêt, pas de la maison d'arrêt, du centre de détention de Lannemezan. Et j'étais allée plaider contre lui. Ça avait été affreux, l'occurrence, il avait été extrêmement violent. Il est mort le soir des débats. Ah, carrément. Ouais. Et c'est vrai que ça a énormément soulagé cette famille qui disait toujours il est violent, il est violent, il est violent. Il est extrêmement violent. La violence, c'est dur à l'enlever d'un homme qui est violent. Vous voyez, ou d'une femme violente. Vous avez vu le meurtre épouvantable de la petite Lola. Oui. Qui a été jugée là. Tout à fait. C'était une femme. Vous voyez. En proportion, évidemment, on a plus d'hommes qui passent à l'acte, qui sont violents, que de femmes. N'est-ce pas aussi qu'on ne communique pas souvent peut-être là-dessus? Les hommes ont tendance à... Ah ben, les quartiers de détention femmes sont moins comment dire, moins occupés que les hommes.
Par contre, quand une femme commet un crime, il est toujours très violent. Les femmes détenues sont dans des situations d'extrême violence. Ah oui, ah oui. Et qu'est-ce qu'un bon avocat pour vous, maître? C'est un avocat engagé qui va au bout du bout du bout du bout. Donc il faut aller au bout du bout du bout. Du bout. Et quand il est au bout, il se dit ah, j'ai trouvé autre chose pour pas être au bout du bout. Ouais. Donc il faut toujours être en action, quoi. Toujours en action, toujours en Je suis d'accord. volonté de vraiment de ne pas lâcher, de garder la maîtrise. Moi, mes avocats qui me formaient, gardez la maîtrise. Garder la maîtrise, c'était vraiment des notions très fortes Mais tiens, et qui me parlent encore. des avocats qui vous ont formé. Donc là, ce sont des stages, vos années du stage, c'est bien cela. Année stage, qui m'ont formé pendant les 2 années, puisque nous avions, contrairement à ce qui est aujourd'hui, nous avions 2 années de stage qu'on réalisait en qualité d'avocat. On était avocat stagiaire inscrit au petit tableau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'était génial parce qu'on faisait nos armes avec eux. Ils nous amenaient plaider à droite, à gauche, ils nous laissaient, ils nous formaient absolument. Et je regrette vraiment cette réforme parce que je trouve que c'est pas rendre service à nos confrères que de ne pas les former pendant 2 ans. Ah oui, très intéressant. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais bon, je pense qu'à chacun d'aller trouver, non? Il n'y a pas les 2 années de stage, n'existent plus. Et je pense que ça manque. Voilà, on n'était pas jetés comme ça. On était quand même jetés dans le bain, mais on avait les conseils des plus grands. Et ça, c'était important. Ouais, ouais. Et donc, je reviens donc sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les dossiers qui vous ont quand même un peu secoué en termes de doute. Est-ce que vous avez également l'idée ou bien vous vous souvenez de ces moments qui vous ont vraiment secoué, vous ont plongé en vous sur des questions de doute, par exemple? Douter de l'être humain qui est en face de soi, c'est ça que vous Oui, voulez dire? et vous-même aussi? Est-ce que, peut-être que vous iriez jusqu'à me poser la question, est-ce qu'il y a certaines affaires que vous n'avez pas voulu prendre? Oui, C'est ça? exactement. Non, jamais. J'ai jamais refusé une affaire. Même une affaire difficile. J'ai jamais. Non. Mais vous le faites et vous s'aimez, hein, quand même. Ben, c'est dur, mais on y va, quoi. On est là pour. Et quand vous traitez, lors du traitement de ces dossiers, quelle est la sensation, quel besoin vous éprouvez ou comment vous vous sentez? Ah, moi, je suis pas dans la complaisance. Vous dites, oh, vous avez l'air gentil, maître Baz. Ben, je suis pas dans la complaisance. On affronte. On affronte la difficulté, on se parle. Je dis souvent, il faut qu'on affronte, il faut qu'on se parle des choses qui vont pas, qui dérangent. Bien sûr qu'on aiguille sur une défense, aiguiller, dire, on va se défendre comment? Ben, se présenter autrement que comme un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu es un monstre, mon gars, ben, tu seras jugé en tant que monstre, mais moi, je t'aurais dit qu'il faut, il faut quand même se présenter un peu différemment. Montre le meilleur de toi-même. Il y a quand même quelque chose dans ton côté sombre qui éclaire. Enfin, voilà. Vous voyez? Et puis alors, s'il est sombre, bah, je dirais sur la proportion de gens qu'on défend, le sombre jusqu'au bout du sombre, sur le plan de la proportion, il est quand même minime. Vous voyez? L'être humain a toujours quelque chose qui éclaire. Heureusement, c'est ça qui me fait m'accrocher. Ou cherche dans la défense de celui que tu vas défendre ce qui est éclairant, éclairé. Enfin voilà. Et donc, sur les moments de doute personnel, est-ce qu'il est arrivé donc que des dossiers vous ont vous ont fait disjoncter? Je m'excuse pour le terme. Jamais, ils m'ont impacté, ils m'ont tracassé, ils m'ont désespéré, ils m'ont
ils m'ont étonnée, ils m'ont accablée, mais jamais perdu. Il faut pas vous rencontrer en audience. Oh, mais c'est très intéressant et ce que vous nous dites surtout dans le sens de la transmission. Ah oui. Je pense que nos auditeurs sauront de quoi tirer pour de vrai. Et quelle place donc aujourd'hui, quelle place tient la lucidité, ou tenait la lucidité encore aujourd'hui dans votre carrière, et aussi la spiritualité, si vous pourriez nous en parler. Spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. Oui, je suis d'accord. Ça se partage pas. Oui. C'est l'intime. C'est où vais-je puiser la source de ma force. Exactement. Et ça, moi, je suis très attirée par les pays d'Afrique. Vous voyez, j'ai beaucoup de confrères au Bénin que je rencontre très régulièrement. Nous avons des grands moments. Je pars aussi beaucoup. J'ai beaucoup de liens avec la Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup de liens avec des tribus. Je suis quelqu'un qui est très porté sur la spiritualité. C'est quelque chose, mais je dis souvent, c'est de l'ordre de l'intime. C'est Oui, bien ce qui va vous permettre à vous de vous Ressourcer. de vous ressourcer. Voilà. Donc l'intime reste l'intime. Et justement, la religion, pour moi, c'est de l'intime. La spiritualité et la religion, c'est pas du tout la même chose. Oui, exactement. C'est rien à voir. Mais souvent, si la religion était au même titre que la spiritualité de l'ordre de l'intime, on ne serait pas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, je suis radicale un peu. C'est un côté qui peut me... Voilà, c'est un côté que j'ai. Donc ça, ok. Sur la lucidité. Et la lucidité, c'est la règle qui doit toujours nous amener à réfléchir. La lucidité, pour moi, c'est la réflexion et c'est l'action. Lucidité, réflexion, action. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être lucide. Alors, quelquefois, tu ne l'es pas parce que tu n'as pas la connaissance de tout. Oui. Et c'est là où le travail intervient. C'est là où il faut travailler. Rien n'est acquis. C'est que du boulot. Voilà. Tu prends en charge un dossier, je lis un truc. Ah, ben, je pense ça. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut penser. Donc, je suis très intéressée à justement essayer de comprendre ce qu'il faut que je pense. Est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que ce que je pense est d'ordre justement à me laisser tromper sur tel aspect du dossier qui est fondamental? Voilà, je suis toujours en réflexion. Voilà. Et Mais ça, ça n'empêche pas l'action. oui, tout à fait. Et ça, vous le cultiviez plus tôt, ou bien c'est le recul aujourd'hui et l'expérience Ah, c'est qui le vous recul. fait... C'est mieux maintenant. Hein. Ouais, c'est mieux maintenant. Mais très intéressant. Alors, que signifie pour vous être, bon, vous l'aviez dit tout à l'heure, un avocat engagé? Vous disiez plutôt qu'un bon avocat est un avocat engagé. Alors, c'est quoi un avocat engagé? Alors, pour un avocat engagé, ça serait un engagé pour une cause. Moi, je suis engagée pour des causes. Ok. Voilà. Parlez-en si J'ai organisé la défense des mineurs isolés à Bordeaux. Je souhaitais que tous les jeunes migrants qui viennent sur le territoire soient accompagnés d'un avocat, ce qui est le cas. Avec des permanences d'avocats qui se sont vraiment mises en place à l'époque sur une action qui était... je ne pouvais pas imaginer que ces jeunes qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de maison, le droit au logement qui n'était pas consacré pour eux, soient sans avocat. Donc ça, on a fait vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc ça, vraiment, c'était très, très chouette, donc, et très important pour moi. Donc, engagé pour des causes. Et je pense que l'avocat ne doit pas se limiter à une cause. des causes. Après, vous voyez, Gisèle Halimi qui a défendu le droit à l'avortement, elle s'est engouffrée dans ça, mais c'était une partie béante du droit, puisqu'il n'y avait pas de droit à l'avortement et que les avortements qui étaient pratiqués, c'était sanctionné par la loi pénale. Donc, Oui. vous voyez, mais j'ai des avocats, par exemple, qui sont engagés pour le droit des pères, en allant beaucoup sur la notion de garde alternée et tout ça fait avancer la société, hein, évidemment, hein, Oui. il faut. Tout à fait. Le droit à l'euthanasie, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Vous voyez, aujourd'hui,
et de vraiment qu'on puisse aller pousser les portes du droit à mourir dans le respect de nous-mêmes. Ça, c'est pour moi des choses très importantes. Le droit des victimes aussi, qui se doit d'être vraiment défendu hein, sur beaucoup de choses. Voilà. Ouais, un avocat qui vit avec son temps et avec les problèmes de la société et qui s'engouffre dans des choses inexplorées, je crois que c'est ça qui est important pour l'engagement. Ok. Donc aujourd'hui, on verra des avocats engagés sur les causes écologiques et autres. C'est La la cybercriminalité. cybercriminalité. Vous voyez, moi je suis très engagée sur les images à caractère pédopornographique qu'on voit dans les dossiers. J'interviens souvent sur ces dossiers-là en disant ces petites victimes que vous voyez, là, des bébés qui font l'objet de crimes sexuels hein, et qu'on regarde comme ça, mais ce sont des enfants pour de vrai. Je dis souvent ce sont des enfants pour de vrai et j'aime aller sur ces sujets-là. Vous voyez, sur tous les réseaux pédophiles, là, Oui. qui sont souvent alimentés par des grands réseaux criminels avec beaucoup d'argent derrière. Vous voyez, ça m'intéresse. Et ce sont des enfants pour de vrai, c'est pas des images, c'est des bébés. Vous voyez, Tellement de cruauté. la cruauté humaine est au centre de mes préoccupations, oui. Et d'ailleurs, on voit une derrière nous, la légende Robert Badinter. Quelles sont les figures qui vous ont marqué et qui vous ont également inspiré dans votre carrière jusqu'au jour d'aujourd'hui? Henri Leclerc, largement. Henri Leclerc, mon confrère Henri Leclerc, Ok. qui est mort. Mais vous le connaissez? Ah oui, je le connaissais, on s'était beaucoup rencontrés, on a beaucoup parlé ensemble. Il disait souvent, vous savez, du plus petit des cachots au bout du monde, quand celui qui est l'otage, hein, et je pense notamment à Cécile Collère et Jacques Paris aujourd'hui qui sont dans ces cachots en Iran au plus profond, mais mobilisez-vous parce qu'ils vous entendront. Sonia Damani, Oui. dans ce cachot en Tunisie, mobilisez-vous parce qu'ils vous entendront. Et c'est très marrant parce que, enfin, c'est pas du tout marrant, hein, le mot est très très mal choisi, mais c'est très impactant parce que quand ils sortent, ces otages, ils nous disent, ah, eh bien, on vous a entendu. Donc, vous voyez, le fait d'être loin dans un cachot, c'est la cause des femmes. Je viens sur autre chose, mais les femmes afghanes aujourd'hui, Oui. qui est un vrai sujet pour moi. J'ai accueilli Rana Habibi lorsque j'étais bâtonnière, qui est une avocate afghane qui a fui en août 2021 son pays lorsque les talibans sont arrivés. Et aujourd'hui, je suis très engagée sur les femmes afghanes. On a créé les bâtonnières et vice-bâtonnières de France. Nous avons créé un groupe que nous relions sur l'Internet pour qu'elles nous entendent. Une voix pour elles, une association, enfin, c'est pas une association, c'est un groupe de femmes avec Isabelle Robe, la ministre, l'ex-ministre chargée du droit des femmes, qui avons décidé vraiment de porter leur voix, quoi. Parce que vous avez vu ce qui se passe. Quoi. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Et ça, voyez ça, c'est des enjeux. Des enjeux parce que nous devons impérativement nous mobiliser pour les femmes afghanes. Ah oui. Ah, mais c'est très intéressant et très passionnant. Et alors, selon vous, que faudrait-il préserver à tout prix aujourd'hui pour garantir l'état de droit? L'accès au droit. Ok. Pour tous? Ça, pour tous, dans l'égalité la plus complète. Les moyens financiers qui sont pas mis, avec un budget de la France là qui va encore se réduire. Donc c'est vrai que là, il y a de quoi s'inquiéter. Ah oui. Et nous tendons vers la fin de cette interview que je n'ai même pas vu passer. J'ai quand même quelques questions encore. Qu'aimeriez-vous aujourd'hui transmettre aux jeunes avocats? L'envie, l'engagement, la notion de lâche rien, bats-toi, rien n'est vain, ouvre-toi vers des mondes différents de ce que tu as eu l'habitude de vivre parce que ce que tu vas apporter aux autres va leur être nécessaire. Garde la maîtrise.
ne désespère pas et continue. Avec le recul aujourd'hui, quel échec ou bien quelle chose en fait, quelle action vous avez menée ou vous regrettez de l'avoir menée ou quel regret Je n'ai avez-vous? aucun regret. Je n'ai pas abouti toujours, mais je n'ai jamais vécu ça comme un échec. J'ai toujours dit ça reviendra et ça continuera. Voilà. Et c'est comme ça qu'à chaque fois on va dans les procès de Sonia Damani en lui disant on sera toujours là jusqu'au bout et on attendra ta libération. Et si vous devez résumer votre parcours? Bah, il commence. J'adore. Ah ben vraiment, merci à vous de cet échange très passionnant. J'ai même pas vu le temps passer. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous écouter. Merci, maître. Et au revoir.